Je vais laisser Charlotte vous présenter qui on est et qui on est derrière cette fois. Certains d'entre nous nous connaissent probablement, j'espère en tout cas, parce qu'on a quand même passé du temps au téléphone avec certains. Jamais en physique, c'est quand même un peu trop dommage malheureusement. En tout cas, on va rattraper ça. Et pour les autres, qui sommes-nous? Pachamama, on a créé Pachamama avec Marion, ici présente. Il y a, je ne sais même pas à quoi il sert le micro en fait. Il y a à peu près 15-16 mois, pour être précise. Marion, elle vient du Product Management, elle a fait 10 ans, plus de 10 ans ici à Paris, comme vous, dans plusieurs startups, scale-up. Elle a quasiment démarré en tant que produit en France. Moi, je viens des ressources humaines. J'ai bossé beaucoup dans le recrutement, le coaching et dans pas mal de petites boîtes et scale-up aussi. Et puis, on s'est rencontrés dans un environnement tech, évidemment. Moi, j'ai recruté Marion en tant qu'head of product. Et on a monté une équipe produit ensemble. Et en fait, on s'est dit, c'est trop cool, on a bien travaillé ensemble, mais pas dans la boîte où on était. Donc, du coup, on s'est dit, on fait notre boîte. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé Pachamama, qui était Peps avant. Et puis, bah, on a changé. Et puis Pachamama, c'est vachement bien aussi. Et donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne d'un côté les startups et les scale-up dans la création ou le scaling de leurs méga produits. Donc on les aide à recruter. Et à recruter surtout les bonnes personnes pour leur organisation, pour leurs produits, pour eux, en fonction de ce qu'ils ont à proposer. Et donc qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté? On accompagne les talents, justement, dans leur carrière. Et donc c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir. Parce qu'on accompagne des talents produits, justement, product people comme vous, sur justement l'évolution de leur carrière, qu'est-ce qui va être bien pour eux à un instant T, est-ce que c'est la boîte dans laquelle ils sont, mais est-ce que c'est potentiellement une autre boîte, et du coup, quel type de produit. Et comme on a l'avantage d'avoir un overview énorme sur la tech en général, et pas que sur Paris, mais aussi sur Lyon, sur Nantes, d'autres lieux aussi, sur les boîtes, et donc du coup aussi à pouvoir répondre à leurs questions de manière un peu précise. Voilà. C'est parti. Je vous rends vos slides. On finit le slow, le zoom. Ouais, on veut bien des slides quand même. On avait d'autres petites questions pour vous avant de rentrer dans le vif du sujet. On voulait savoir qui d'entre vous actuellement se pose des questions sur sa carrière. Ouais, toujours, ok. 80%. C'est bien toujours. Mais ouais, c'est bien toujours. C'est bien grave toujours. Et qui a récemment répondu à un chasseur de tête sur LinkedIn ou par mail ou ailleurs? Un peu moins déjà. Ok. Non, pas mal. Pas marrant. Ok. Marrant. Trop cool. Qu'est-ce qui va se passer ce soir rapidement? On va, vous faire une petite présentation de comment ça se passe la gestion de votre carrière selon notre méthodologie. Alors il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et ce qui va être important de retenir, c'est que la vôtre, c'est la plus importante. Après, on va faire un zoom sur la boîte d'expertise produit. On n'en parle pas beaucoup, et pourtant elle existe. Donc Camille va nous en parler. Ensuite, Gary va nous parler aussi de ce que c'est d'être premier PM dans une start-up. C'est pas toujours aussi rose que ça peut l'être, et c'est aussi un truc super génial. Donc voilà, il va vous parler de manière très transparente sur le sujet. Et puis du coup, Romain va aussi nous parler de ce que c'est d'être manager. Et de manière aussi très transparente, parce qu'il y a les très bons côtés et puis il y a les côtés parfois plus challengeants. Voilà. Dessus. Alors, pourquoi faire une introspection? Tu disais tout à l'heure, tu es en veille tout le temps. C'est pas grave d'être en veille tout le temps. Moi, le meilleur conseil qu'on m'ait donné quand je cherchais du boulot, quand j'étais en poste plutôt, c'était de rester en veille. Même si tu es en CDI, même si tu es bien à l'instant T, rester en veille, c'est quoi? C'est aussi de ne pas passer à côté d'une opportunité qui pourrait être assez top. Parce que c'est pas parce qu'on est bien dans son poste qu'il n'y a pas autre chose qui est encore mieux pour soi. Personne ne le fera pour vous, et c'est pour ça que ne pas subir justement un process de recrutement, c'est important justement en amont de se poser les bonnes questions sur qui on est, et donc du coup de pouvoir être conscient de ce que sont vos forces et vos faiblesses. Moi j'ai plus d'un talent qui du coup sèche à la question c'est quoi vos forces et vos faiblesses, pourtant c'est la question qui est la plus posée en entretien. Et personne n'arrive à vraiment répondre de manière très spontanée.
Parce que c'est pas évident en fait de juste se poser vraiment quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses, mais de manière un peu marketée, parce que c'est ça aussi un recrutement. C'est aussi de se vendre soi-même, de se marketer. Donc c'est pas de mentir, mais c'est juste de se présenter comme un produit en fait. Voilà. Et c'est aussi bien se connaître pour être préparé. Et donc on parlait des chasseurs tout à l'heure, mais quand vous vous êtes approché pour un super poste et qu'au final vous n'avez pas du tout préparé ce que justement vous avez envie de mettre en avant dans votre parcours. Et les choses que vous savez sont peut-être un petit peu plus des points de questionnement où on va vous challenger dessus. Si vous n'avez pas juste réfléchi à la manière de le mettre un petit peu en valeur, c'est dommage, mais vous pouvez passer à côté d'un process. Et moi aussi, que Marion, on en voit plus d'un qui du coup se casse la figure sur justement une question parce que justement ils ou elles perdent justement leurs moyens, ou sur un cas aussi pratique parce que en fait il y a autant de cas pratiques qui existent de boîtes aujourd'hui. Donc c'est important aussi de se préparer là-dessus. C'est vraiment un élément essentiel, et notamment sur vos méthodologies, vos frameworks, etc. Les avoir bien posés pour arriver bien préparé, c'est un élément essentiel. Ça permet juste de ne pas perdre justement les pédales dans un cas qui est live par exemple, et justement de vous rattraper aux éléments qui sont sûrs pour vous. Et c'est là-dessus que justement vous allez être évalué, pas tellement sur la réponse au final. Et du coup, ça vous permet aussi de sortir du mode de réaction. Et donc d'être plutôt, on va dire, responsable, on va dire, de votre propre carrière. Et du coup, de vraiment vous dire, voilà, c'est là que je veux aller, pourquoi, et c'est comme ça que vous allez mieux vous vendre au final. Se poser des questions, ça c'est important, ça ne veut pas dire que vous allez changer de poste. C'est pas parce que vous vous posez des questions que demain, en fait, vous allez quitter votre entreprise et que vous êtes du coup déloyal, etc., etc. Il y en a beaucoup qui me disent, mais en fait, non, mais ça va, moi je suis bien. Oui, mais c'était cool, et tant mieux d'ailleurs, parce que nous, c'est ce qu'on souhaite en fait, que tout le monde soit bien dans son poste. Et il n'y en a pas tant que ça qui le sont. Mais ceux qui sont bien dans leur poste, c'est aussi important juste de se dire, je suis bien. Mais est-ce que justement tous les éléments qui m'arrivent, en tout cas dans l'écosystème qui m'entoure, les changements d'équipe, les levées de fonds qui sont en train de se préparer, potentiellement un nouveau manager, parce que vous n'êtes pas à l'abri que votre manager décide lui de partir parce qu'il se sent pas bien, etc. Est-ce que tout ça, ça va pas remettre un petit peu en question mon état actuel? Et donc du coup, plutôt que d'attendre que ça arrive, juste de vous dire qu'est-ce qui, dans l'idéal, serait bien pour moi? Quel type de produit, quel autre type de boîte, quel autre type d'équipe, quel autre type d'environnement. Et du coup, être en veille, ça c'est important, être en veille, ça ne veut pas dire être sur les job boards tout le temps, répondre à tous les chasseurs de tête, ou aller répondre à toutes les annonces, etc. Postuler un truc dès que vous en avez marre et que votre boss vous a énervé et tout de suite aller postuler à 2-3 trucs, quoi. C'est justement d'avoir pu prendre le temps de vous poser les bonnes questions et d'avoir posé tout ça pour justement savoir où mettre votre énergie le moment venu et le bon moment. Faites pas ça en réaction à quelque chose qui s'est passé. Parce que c'est jamais de la bonne manière de fonctionner. Répondez pas à un chasseur parce que justement vous êtes fâché ou parce que voilà. Et c'est pour ça qu'on vous met en condition par rapport à tout ça, parce que justement on en voit trop qui font ça sur un coup de tête et qui réfléchissent pas à la manière dont ils vont, on va dire, gérer leur recherche d'emploi, ou en tout cas switcher de job. Et donc c'est comme ça qu'on voit aussi des parcours qui sont quand même finalement assez courts, même si aujourd'hui on a tendance à changer assez rapidement parce que c'est aussi dans l'air du temps et c'est comme ça et c'est fine. Mais dans l'absolu, on en voit aussi beaucoup qui font les 2 mois, 3 mois, etc. Et c'est là où c'est moins bon aussi. Ouais. Ou un an. Et surtout, on en voit qui répètent les mêmes erreurs juste parce qu'ils ne se sont pas posé les bonnes questions. Typiquement, quelqu'un qui est first PM et qui fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, et en fait qui est peut-être un très bon PM, mais qui n'est pas un bon PM pour être first PM en direct avec le fondateur, etc. Mais en fait, c'est tellement une habitude qui est ancrée qu'on peut répéter vite aussi les mêmes erreurs dans sa carrière si on ne prend pas le temps de faire cette introspection-là. Le moment idéal, on l'a un petit peu dit, mais c'est surtout en fonction de vous. Il faut savoir s'écouter et il faut savoir aussi repérer les signes. Les moments où vous vous sentez un petit peu moins motivé,
où effectivement vous sentez qu'il va y avoir des moments un peu charnières dans l'entreprise. Souvent c'est les levées qui sont un peu des déclencheurs de réflexion, où on se pose des questions. J'ai échangé avec une PM senior qui était chez Canton Square et qui est restée quelques mois et qui me disait mais en fait ils ont annoncé une levée énorme à coût de millions et en fait ça a été le déclencheur qui m'a dit mais en fait je peux pas répondre, c'est pas pour moi. Alors qu'elle avait un boulevard devant elle. Mais juste en fait, c'était pas pour elle parce que ce qui se dessinait derrière, c'était pas du tout ce qu'elle voulait pour elle et la suite de ses carrières. Du coup, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour se poser des questions? Parce que c'est pas simple de le faire tout seul et on n'a pas l'habitude forcément d'aller prendre des infos à droite à gauche ou de solliciter son réseau, ou de solliciter la communauté, ou de solliciter les gens qu'on manage, ou même nos managers. Et en fait, c'est déjà commencer par les gens autour de vous. C'est un peu les premières choses à faire pour pouvoir bien connaître vos forces et vos faiblesses. C'est des choses qu'on fait parfois en coaching avec Charlotte. Donc soit on aide nos talents, soit on guide un peu nos talents sur comment le faire eux-mêmes, aller à la pêche aux infos sur les forces et les faiblesses qu'on peut avoir. Romain m'en parlait beaucoup, c'est les accomplissements qu'on a eus. Il vous le donnera en tips tout à l'heure, mais lui il se pose régulièrement la question de qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir et qu'est-ce que je ne veux plus accomplir dans ma carrière. Et ça en fait si vous ne le faites pas régulièrement, ce petit challenge avec vous-même, et ça prend pas forcément de temps, mais si vous ne le faites pas, c'est comme ça que vous pouvez vite avoir ce mode de réaction. Et bien connaître vos leviers de motivation, c'est hyper important, et ça c'est pas simple non plus, mais vous avez pas mal d'outils, on va vous en donner juste après pour faire ça. Et une fois que vous avez un peu pris le temps de me dire ok où j'en suis, c'est quoi mes forces, mes faiblesses, qu'est-ce que je veux faire de ma carrière, etc. Là, c'est à ce moment-là que vous pouvez vous dire ok, est-ce que là mon contexte actuel il me convient pas, et là de mettre en place des plans d'action pour soit aller mieux dans votre job, parce que ça on en voit plein aussi, et il y a plein d'actions déjà à mener pour potentiellement, je sais pas, améliorer la relation avec vos managers, etc. Donc soit justement préparer votre recherche, mais vraiment la préparer comme n'importe quel autre projet, quoi. Voilà. Et justement ne pas être dans ce mode de réaction. Dans les petits outils, au-delà des super témoignages qu'on va voir juste après, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de vous entourer. Déjà, commencez par votre réseau, la communauté. Il y a plein de gens qui sont prêts à vous aider. Essayez de vous trouver un mentor ou d'autres gens qui sont passés par d'autres parcours. C'est aussi comme ça qu'on fait évoluer ces réflexions. Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire un peu au fil de l'eau dans votre carrière. Je ne sais pas si vous avez suivi aussi, on vous a mis Will, c'est la plateforme qu'a lancé Pierre Fournier, qui est encore un peu en bêta parce qu'il continue sa discovery, parce qu'il ne s'arrête jamais de faire sa discovery, mais il y a pas mal de... Vous pouvez déjà aller sur sa plateforme et vous faire un petit score. En fait, il vous pose des questions pour savoir si vous êtes bien dans votre travail ou pas, et déjà ça peut vous donner des premières pistes. Et il a aussi un petit outil pour bien connaître vos leviers de motivation et avec une liste de questions à vous poser. Et il est en train de structurer tout ça, c'est vraiment chouette. Donc on est dessus, nous, avec Charlotte en tant qu'agent, mais surtout il est en train de développer des outils pour vous poser des questions assez simples. Et c'est vraiment pas mal, justement, vous n'avez plus qu'à suivre et à dérouler un peu le truc. Et voilà. Et sinon, nous, on a aussi notre petite bêta sur un template de job idéal, mais assez complet, qui est en bêta aussi. D'ailleurs, il y en a certains d'entre vous qui nous ont aidés à le construire et on les remercie. Et du coup, c'est un petit template Notion, et si ça vous intéresse, on vous l'enverra à la fin du talk, mais quelque chose d'assez complet justement sur toutes les questions qu'on se pose en produit. Et croyez-moi, des critères, on en a beaucoup, et on en a encore qu'on a oublié. Et donc ça vous permet aussi de poser votre cerveau et de répondre à un certain nombre de questions et vous aider à dresser un peu le personnage de votre job idéal. Et justement, ça vous permet après, quand vous êtes chassé, de vous dire ok, est-ce que je vais répondre juste parce que l'approche est bien et que le projet a l'air cool, ou est-ce que c'est vraiment ce que j'avais en tête pour mon prochain challenge, quoi. Donc c'est des petits trucs qu'on vous conseille de faire. En fait, nous, c'est aussi des questions qu'on pose aux startups qu'on accompagne et qui ont besoin de recruter. Et nous, on passe énormément de temps, finalement, pas sur vraiment leurs besoins au niveau du poste, mais aussi qui ils sont, comment les valeurs sont vraiment vécues intrinsèquement, pas juste affichées sur le mur, mais vraiment comment elles sont incarnées. On essaye de souvent rencontrer aussi les CEO. C'est assez révélateur. Et donc du coup, ça nous permet aussi d'avoir pas mal d'informations sur comment c'est descendu, on va dire. Parce que finalement, il y a les cofondateurs, c'est eux qui, on va dire, insufflent énormément
dans les boîtes. Je pense que vous le savez. Et donc du coup, quand on arrive à percevoir un petit peu comment la structure mentale d'un CEO, on arrive aussi à comprendre derrière comment c'est vécu intrinsèquement. Donc on leur pose aussi ces questions-là pour avoir les réponses pour vous. Est-ce que vous avez des questions à ce stade avant qu'on passe au premier témoignage? Oh, cette question. On va dire qu'on était clair. Et ben c'est parti. On commence avec Camille? Ouais. Trop bien. Je sais pas si tu veux le micro, Allez, du coup, non, comme ça tu va, veux. J'ai l'impression que pas trop besoin. Alors Camille, tu étais lead PM chez Ornicar. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu comment tu es arrivée chez Ornicar? Ouais. Un peu des questions que tu t'es posées quand tu évoluais là-bas. Carrément. Alors du coup, moi, pour faire un petit peu de contexte, du coup, je suis PM depuis un peu plus de 5 ans. Et j'ai commencé ma carrière chez Dashlane, qui est un gestionnaire de mots de passe, une belle start-up de l'écosystème, où j'ai passé 3 ans, donc je suis arrivée en junior, et puis je suis montée, petit à petit j'ai progressé en tant que contributeur individuel. Et puis au bout de 3 ans, j'avais un peu fait le tour. C'était une boîte qui avait une tech un peu vieillissante aussi, donc ça commençait à me saouler un peu d'avoir des techniques, etc. Donc bon, je me suis posé pas mal de questions. Et puis je voulais progresser. Et donc je me suis dit, pour progresser, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais manager, ça pourrait être cool. Et en tout cas, je me suis dit, je vais chercher un autre job. Et c'est là qu'en fait, j'ai discuté avec un Ricard qui n'avait pas de PM. Donc en fait, j'étais first PM et lead PM. Enfin, j'ai eu un peu une évolution chez Ornicar, j'ai fait un peu de postes. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée chez Ornicar en me disant, c'est cool, je vais faire plus de trucs, ça va être plus stratégique, et puis j'ai l'occasion de devenir manager. C'est toi qui as recruté et créé ton équipe? C'est moi qui ai recruté et créé l'équipe, exactement. Donc je suis arrivée, il y avait des devs, il y avait des designers, mais il n'y avait pas de PM. Donc je suis arrivée, mon premier job c'était PM. De mettre en place comment on bosse avec les PM, avoir la première squad, recruter les premiers PM. Et donc au début c'était un rôle où je faisais un peu tout, je faisais la strat, l'opérationnel, et voilà, et le recrutement. Classique. Et j'arrive enfin là. Et puis ensuite ça a évolué où j'ai recruté une équipe produit et où je suis passée lead PM. Et j'avais 3 PM, moi j'avais plus de squad. Et donc je suis passée manager. Et du coup ça a vachement changé mon poste. Autant première PM, je faisais plus de trucs qu'avant, mais ça ressemblait encore. C'était encore PM opérationnel, j'avais encore une équipe avec des devs, un designer, etc. Un quotidien qui ressemblait plus ou moins. Et par contre, le passage manager, ça a été assez différent. Et c'est là que j'ai commencé à me poser un peu des questions. Je me suis rendu compte que plus ça allait, et moins j'avais envie d'aller au travail. Et moins j'étais heureuse de ma journée et de ce que j'avais fait. Il y avait à la fois des choses que j'aimais bien. La partie, je bossais sur des sujets assez stratégiques. J'avais des discussions assez high level en fait sur où est-ce qu'on va avec le produit, ça c'était cool. J'avais un aspect de coaching des gens que je manageais, et ça c'est un truc que j'aime bien, de les aider sur des sujets produits sur lesquels ils bossent. Mais je me rendais compte que ça me manquait beaucoup d'être sur une équipe en fait, d'avoir vraiment un sujet produit sur lequel je me pose, je réfléchis avec le design, les devs, et on cherche ensemble quels sont les vrais problèmes, quelle est la solution, etc. Tout cet aspect de vraiment doueur, quoi, on va dire. Et je me retrouvais à faire aussi plein de trucs qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais jusque-là et que j'aimais pas du tout. Par exemple, je vous ai parlé de j'aimais bien le coaching, mais par contre j'aimais pas le reste du management. Et il y a plein de choses dans le management, il y a une partie c'est le coaching et c'est une grosse partie, mais il y a aussi faire un plan de carrière pour les gens, s'assurer qu'ils progressent, faire leurs évaluations de performance, discuter de leur salaire. Gérer les conflits entre machin et trucs qui s'aiment pas. Tout un tas de choses en fait qu'on voit pas forcément. Mais ça, ou même faire des budgets. Voilà, tout un tas de trucs que j'imaginais pas du tout. Et moi je me dis, le management c'est cool, je vais aider des PM à faire leur job et puis voilà. Et donc tous ces trucs-là, je me posais un peu des questions, mais j'étais un peu dans la... Voilà, j'étais sur mon tunnel, j'avance et puis on va voir. Et mais bon, j'étais quand même un peu en questionnement. Finalement, il y a eu une grosse réorganisation chez Ornicar qui a amené pas mal de discussions. Et donc, ça a été un peu un moment charnière dans la vie de la boîte. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, moi, je veux partir.
Ornicar, c'est plus la boîte qui me convient, et du coup, je fais le bilan de où j'en suis, où je vais, c'est quoi la suite, qui suis-je, c'est quoi la suite pour moi. Et donc, en faisant le bilan, j'ai fait un peu la liste de tout ce que je faisais, tout ce qui me faisait marrer, tout ce pourquoi je me levais le matin et tout ce que j'avais plus envie de faire. Et tout ce qui me pompait de l'énergie sans me donner aucune satisfaction. Et c'est là que je me suis dit, en fait, le management, là, je vais arrêter. Je veux retrouver un poste opérationnel parce que c'est ça qui va faire que je vais me lever le matin et je vais aller au boulot avec le smile, avec de l'énergie. Ça a été facile d'admettre ça ou pas? Comment? Ça a été facile d'admettre ça, que tu voulais plus faire de management? Alors ça a été moyennement facile, parce que quand tu commences à en parler autour de toi, la première réaction des gens, c'est de dire « Ah, mais c'est peut-être le contexte ». De dire « Non, mais c'est le problème, c'est la boîte. Peut-être que tu serais mieux en manager ailleurs. Et peut-être que tu devrais réessayer. Et est-ce que tu vas pas... Est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée? Est-ce que tu vas pas régresser? Et c'est comment pour la suite? Ça va être vu comment? » Et ça, tout le monde. Mes collègues, mes potes, mes parents, 100% des gens m'ont dit ça. Sauf peut-être une ou deux personnes en produit, voilà. Alors pourtant, cette voie de je suis pas manager mais je progresse, ça existe dans plein d'autres métiers. Donc chez les devs, ça commence à se démocratiser pas mal. Ils voyaient ça comme une régression? Mais il y a pas mal de gens qui m'ont dit, mais est-ce que tu vas pas un peu régresser? Et voilà, et donc moi je me suis dit, c'est pas grave, je passe au moins des entretiens pour des postes de senior PM. Et puis on verra, peut-être que j'y reviendrai. Et je me suis dit la même chose que tout le monde. Je me suis dit peut-être que le problème c'est la boîte. Et en fait, je vais voir si je refais pas une tentative ailleurs. Et bon, pour l'instant, je prends un truc pour me stabiliser et on verra. Et donc j'ai passé plein d'entretiens parce que je savais pas trop quelle boîte je voulais rejoindre, voilà. Et déjà, première réalisation, la réaction des gens en entretien quand je leur disais je vais tenter le management, je suis pas sûre, je voudrais revenir sur l'opérationnel, hyper positive. Il y a personne qui m'a dit... du côté des recruteurs, du coup. Côté recruteur, Ok. ils me disaient cool, c'est bien parce que moi j'ai tout le monde qui me dit je veux être lead, mais à un moment je peux pas avoir que des leads. Et j'ai besoin de gens solides aussi en PM. Donc ça déjà c'est un premier truc où tu te dis bon, ok mes parents ça les fait flipper mais les recruteurs pas trop quoi. Donc ça déjà c'est cool, donc je passe plein d'entretiens et puis ce qui est assez intéressant aujourd'hui je pense dans notre écosystème parisien, c'est qu'il y a plein de petites boîtes qui ont des besoins produits, qui ont un CPO mais qui ont plein de gens juniors en fait. Des PM seniors, il n'y en a pas tant que ça. Et donc du coup être PM senior dans une boîte, souvent c'est beaucoup de responsabilités en fait. Donc en fait il y a des beaux postes et il y a des belles opportunités. Donc ça c'était un bon... Est-ce que tu as eu peur de régresser en salaire? Et qu'on te challenge un peu là-dessus? Ouais, j'ai eu peur de régresser en salaire. Peur. Après, je pense que quand même on est sur des métiers où on est bien payé. Donc j'avais peur et en même temps pas trop peur et j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Ça n'a pas été un problème. Ouais. Personne t'a challengé dans un sens ou dans un autre en disant tu fais plus de management donc on va pas s'aligner. T'as dû baisser ou pas? J'ai dû baisser mais très peu. Ok. Moins de 5K. Ok. Donc voilà. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée chez PlayPlay, où je suis depuis mars. Et où je suis arrivée en tant que senior PM avec une VP Product, qui est Pauline Marol, qui est hyper senior pour le coup, et pas mal de PM plus juniors. Donc j'étais la plus senior des PM, ce qui est assez confortable quand tu es senior mais que tu veux pas manager, mais qu'il y a déjà une manager, et c'est un peu le setup parfait. Et la question s'est un peu reposée, parce que du coup j'étais la plus senior des PM, qu'on a une boîte qui grossit. Et que donc, il y a un moment, il faut du middle management parce que la VP Product qui manage 11 personnes, c'est plus tenable sur le long terme. Donc la question s'est reposée, on a rediscuté, peut-être qu'il faut que je réessaye, voilà, pour en fait arriver à la conclusion que non. Enfin, si j'avais envie de réessayer, c'était pas pour les bonnes raisons en fait. C'était pour être sûr de progresser, c'était pour progresser en salaire, c'était pour de l'ego, alors qu'en fait, ce que j'ai envie de faire au quotidien, c'est être PM et c'est progresser dans cette voie-là. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai discuté avec mon manager. J'ai fait un peu une liste de, voilà, moi, manager, je veux pas, par contre, coacher, je veux bien, par contre, faire des problèmes plus compliqués, je veux bien, par contre, aider l'équipe à progresser sur plein de choses, je trouve ça hyper cool,
lancer une équipe user research, bah, pourquoi pas, ou aider les gens sur la data. Enfin, bref, tout un tas de choses plus d'expertise qui m'intéressent et qui ne sont pas managers. Et bah, moi j'ai la chance d'avoir une manager qui est top et qui donc on a eu cette conversation sans problème. Et on a pu se dire, bah ok, aujourd'hui le Career Pass il n'existe pas trop chez Playplay parce qu'on est encore assez jeune, mais faisons ça et faisons 2 tracks. Une track manager, et donc on va chercher des leads qui sont managers, et un track expert qu'on est en train de construire pour l'instant. Donc ça c'est un peu comment j'en suis arrivée à décider de suivre ce track expertise et pas manager. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait de se poser des questions, même quand on est bien dans son poste. Ça permet juste au moment où on arrive avec une opportunité, on a un poste de manager qui se libère, qui se crée, il est pour toi, de ne pas forcément se précipiter dessus si c'est vraiment pas ce que vous voulez faire en fait. Et du coup de se poser peut-être les questions en amont, est-ce que vraiment gérer une équipe c'est ce que vous voulez ou pas. Si c'est ce que vous voulez, allez-y, ça c'est clair. Mais si vous n'êtes pas tellement sûr parce que clairement votre quotidien vous l'aimez tel qu'il est et que vous être justement sur un rôle d'expert c'est ce qui vous éclate parce qu'il y a plein de choses à faire en coaching là-dessus, et ça permet juste d'être un peu plus sûr de soi pour dire non et d'expliquer aussi pourquoi et d'ouvrir un peu des perspectives dans la boîte, en l'occurrence comme Camille l'a fait chez Playplay, pour ouvrir un carrière d'expertise. Et ça manque aujourd'hui. Ouais. Pas assez. Ouais, aujourd'hui c'est pas du tout un truc classique, mais juste pour vous donner peut-être un peu de visibilité aussi sur ce que ça veut dire être sur un Career Pass expert, parce que ça existe un petit peu, on ne sait pas trop du coup ça fait quoi un principal PM ou un 5 PM, ou ça fait ça comme vous voulez, mais voilà. En général c'est plusieurs grosses parties de job. La première c'est d'avoir les problèmes les plus complexes, les plus flous et les plus stratégiques pour la boîte. En gros c'est le job de PM, mais sur des scopes qu'on ne peut pas donner à un junior PM, concrètement. Il y a une partie de coaching du reste de l'équipe, donc comment t'aides les autres PM quand ils galèrent, quand ils sont sur leur scope à eux et qu'ils ont besoin d'être débloqués. Donc cette partie-là, vraiment d'aider les autres. Il y a la partie bonne pratique, aider l'équipe au global à progresser. Par exemple, comment on fait pour tous faire mieux de la discovery, comment on fait pour tous faire mieux de l'analyse quanti une fois qu'on lance nos features, etc. Et puis une dernière partie qui va être plus sur de la stratégie produit. Ça va beaucoup dépendre de votre boîte et de un peu où vous êtes dans l'orga, mais de bosser potentiellement avec des C-level sur c'est quoi la stratégie produit. Et toi, en tant qu'expert produit, tu es une personne, tu es un stakeholder en fait, de ça. Donc c'est à peu près ça le scope des experts produits aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions pour Camille ? Parce que nous, on en a plein, mais du coup, si vous en avez, vous, c'est mieux. Comment tu le vois évoluer ? Moi, je me demandais justement, tu as démarré il y a 1 an. Pas de soucis. Pardon. Je passerai après. J'y vais là. C'était il y a 1 an à peu près ? Non, c'était au mois de mars. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu le vois déjà un peu évoluer, cette track de l'expertise qui n'est pas encore bien construite ? Il y a de plus en plus de PM qui en parlent un peu dans les podcasts et tout, mais ça va doucement, quoi. Est-ce que tu le vois bouger ou pas trop encore ? Je pense que c'est encore un peu embryonnaire. Ouais. Ça dépend beaucoup des boîtes. Ouais. Il commence à y avoir des boîtes qui le font. Ouais. Et de plus en plus, je pense que ça arrive, on arrive à un moment où il y a assez de gens en fait qui sont seniors et qui ont toujours envie de progresser mais qui n'ont pas envie d'être managers. Donc on est, je pense, pile dans le moment dans l'écosystème où on doit se poser la question parce que des gens qui, comme moi, ont 5 ans d'expérience mais qui ne veulent pas être managers, en fait il y en a plein. Et donc je pense que c'est des discussions qui démarrent dans les boîtes aujourd'hui parce que comment tu fais rester quelqu'un qui ne veut pas passer manager ou éviter de faire passer quelqu'un manager quand ça va mal se passer parce que juste c'est pas fait pour lui. Et donc moi j'ai l'impression que globalement les C-level, en termes de produits, sont ouverts à ces discussions parce que en fait il y a un problème de talent de toute façon. Et donc comment tu gardes les gens en leur donnant des perspectives, en ayant ces carrières passes. Donc plutôt optimiste sur ça. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, j'avais une petite question. Tu disais que tu as eu la chance de pouvoir voir et de faire le choix entre est-ce que je veux être manager ou pas. Du coup, ça a été, j'imagine, une expérience positive au final. Ouais. J'imagine qu'il y en a plein qui ont des questions et ce qu'ils disent est-ce que je vais vers le spécialiste ou est-ce que je suis être manager.
Est-ce que ça vaut le coup de tenter ou est-ce qu'il y a des questions à se poser avant de franchir le pas? Ça dépend beaucoup de ta situation, je pense. Oui, pourquoi pas, si tu as l'impression que ce que tu vas faire en tant que manager, ça peut t'épanouir. Bah oui, franchement, si tu es au clair sur ce que veut dire manager et si tu le fais pour les bonnes raisons, je dirais oui. C'est-à-dire, si tu le fais juste parce que c'est le truc classique, bah non, pose-toi des questions avant, parce que comme n'importe quelle évolution de carrière, je dirais, pose-toi des questions avant d'y aller. Mais au même titre que devenir PM, je pense que c'est comme n'importe quel poste, en fait, il faut se poser les questions de pourquoi on y va. Et après, si tu as des bonnes raisons d'y aller, bah ouais, essaye. Non, mais c'est pas évident de rétro-pédaler après. Bah, tu vois, je l'ai fait et je le vis pas mal perso. Et j'ai pas l'impression non plus que ça a un impact négatif sur ma carrière. Du tout, en fait, comme je disais, enfin vraiment, les entretiens, j'en ai passé plein. Il n'y a pas eu de soucis et enfin, les gens m'ont demandé, hein, et du coup ça va, t'as pas trop peur de perdre la partie management? Et je dis ah, non, non, c'est bon, il n'y a pas de soucis. Mais en fait, les gens étaient ravis d'avoir quelqu'un de senior qui passait les entretiens pour être PM, parce que si tout le monde au bout de 5 ans veut être manager, il y a un moment on a un problème, quoi. Et on confirme parce qu'elle a passé des entretiens chez pas mal de nos clients et à aucun moment on nous a dit c'est bizarre, je veux plus faire de management, etc. Ça n'a pas du tout été les réactions. Wow. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas imaginé devenir First PM? Est-ce que c'est moins évident de devenir expert produit dans ces cas-là? Alors, je dirais que j'ai pas choisi de faire First PM parce que du coup je l'avais fait chez Handicap et ça a plein d'aspects cool d'être First PM parce que tu fais plein de trucs, que c'est assez divers, etc. Et c'est pas non plus forcément ce que j'avais envie de faire. Moi j'aimais bien le fait d'arriver dans une équipe un peu plus structurée et où j'ai pas besoin de faire la partie évangélisation de ce que c'est le produit, de ce que c'est un PM, de pourquoi j'existe dans cette boîte. Ouais, et tout ça, c'est d'autres problématiques de First PM, c'est clair. Et moi, j'avais plutôt envie de rejoindre une équipe déjà construite. Et deuxième chose, je pense que j'avais vraiment envie d'avoir un mentor. Et donc, c'était aussi un des critères de choix. Et quand tu es First PM, plus dur. En tout cas, pas dans ta boîte. Okay. Et alors justement, pour cette track expertise, tu t'orientes vers quoi alors? Comment? Tu disais tout à l'heure qu'il y avait deux possibilités, un track management, un track expertise dans la boîte dans laquelle tu es actuellement. Et donc si toi tu t'orientes vers la track expertise, t'envisages quoi comme expertise plus précisément? Alors moi j'envisage une track expert produit au global. Je pense qu'effectivement j'ai un peu simplifié en deux tracks, en tout cas c'est ce qu'on a chez Playplay. Tu peux aussi faire de l'expertise sur une partie du produit, genre c'est l'expert user research, l'expert data, l'expert product marketing, etc. Là je m'oriente sur de l'expertise produit globale. Et voilà. Mais c'est une bonne question parce que ça pourrait encore plus ultra spécialiser. Ouais. On va peut-être aller vers ça d'ailleurs. Oui, c'est possible. Ça dépend de la taille de l'entreprise aussi. Oui, bien sûr. Tout le monde ne pourra pas se permettre d'avoir un expert. Ça. Aujourd'hui, moi je suis dans une boîte où il n'y a pas de user researcher, il n'y a pas de data analyst et il n'y a pas de product marketing. Les PM font tout, donc forcément la question ne se pose pas particulièrement non plus. On va peut-être prendre une dernière question. Dernière. Après on arrête, mais trop chouette. Gardez-les pour... Sur cette track expertise produit global, c'est quoi un peu tes échelons de progression? Parce que côté manager, c'est assez facile de mesurer par la qualité, c'est le nombre de personnes que tu manages, c'est ton titre, ta place dans la hiérarchie. Dans ce track expert, justement, quand je recrute, j'ai du mal à faire projeter les candidats sur, à part dire tu vas prendre du plus en plus gros de roadmap, ce qui ne veut pas dire grand chose. C'est quoi comment tu mesures ta progression et comment tu construis ça? Aujourd'hui c'est en cours de construction, donc j'aurais du mal à te répondre. Je pense qu'il y a plein d'autres boîtes qui font différents niveaux d'échelon et ça dépend un peu de la taille de ta boîte. Au début tu peux commencer avec juste 1 quand t'es tout petit et puis après t'en fais 2, 3. Et après il y a effectivement la taille du scope, peut-être le scope, le nombre de PM aussi que tu peux coacher. Même si c'est un management, du coup c'est vraiment coaching, hein, mais voilà, c'est ta place avec le leadership ou pas. Au début tu peux peut-être être juste sur des scopes plus importants, puis après petit à petit tu es vraiment sur la partie stratégie produit avec le CPO, etc. C'est un peu des moyens de structurer plusieurs niveaux d'échelon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas un truc hyper clair qui marcherait pour toutes les boîtes, je pense. Merci beaucoup.
Gardez vos questions pour la fin, s'il y en a Ouais. d'autres, et peut-être Il y aura l'occasion. pour l'apéro ou pour après, encore à la fin si on attend. On passe à Gary qui va nous parler justement du challenge que c'est d'être first PM en start-up. Gary, t'es arrivé en France il y a quelques mois. C'est ça, je suis français à la base. Hein, donc, Gary, il était PM chez Verizon à New York et donc il a décidé d'entrer en France. Il a réussi. Et il a réussi, mais il y avait pas mal de jump à faire parce qu'en plus de ça, il est passé d'une grosse boîte aux US à une start-up en France. Voilà. Donc du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles ont été les étapes de réflexion qui t'ont un peu fait faire ce gap-là? ouais, ça marche. Salut, je suis hyper content d'être là. Je garde le masque quand même un peu parce que j'aimerais bien ne pas attraper le Covid parce que je vais en Inde demain. Et du coup, si j'ai le Covid là-bas, je vais me faire enfermer là-bas, ça va être horrible. Donc voilà, donc ça c'était. Merci beaucoup pour la présentation. Je vais vous donner un peu le contexte de ma life. J'étais pendant 5 ans et demi, 6 ans à New York. À la base, j'étais parti là-bas pour faire un master en data science et j'ai commencé en tant que data scientist. Et après, je me suis retrouvé product manager parce que je trouvais ça plus cool de prendre plus de décisions, d'avoir une vision plus stratégique. Ça me correspondait beaucoup mieux. Et je pense qu'il y a plein de gens qui rentrent dans le product pas par la bonne porte. Et c'était un peu mon cas, mais ça me convient très très bien. Donc je suis hyper content. Et voilà, après 5 ans à New York, j'avais juste envie pour des raisons perso de rentrer. Donc c'était pas vraiment une question de job. Même si j'avais envie aussi de changer de job. Et du coup, on était en plein Covid, c'était 1 an. Et j'ai commencé ce process de rentrer à Paris. Et du coup, j'ai commencé aussi ce process de découvrir un peu l'écosystème product à Paris, découvrir un peu les types de jobs, comment ça se passait, comment les gens recrutaient pendant le Corona. Toujours là d'ailleurs. Du coup, c'était un parcours hyper intéressant, j'ai appris plein de choses. J'ai eu la chance de rencontrer des gens super sympas comme Pachamama qui était Peps à l'époque, qui m'ont super aidé. Et j'ai passé une tonne d'entretiens. J'avais pas de life, mais personne n'avait vraiment de vie, donc c'était ok. J'étais invité à rien faire, donc à la fois j'avais le temps, donc c'était pratique. Et du coup, j'ai passé une tonne d'entretiens. Et en fait, honnêtement, à la base, je savais que je voulais faire un nouveau truc dans ma carrière, mais je sais que j'allais dans le produit, mais je savais que j'avais envie un peu de découvrir les différentes options. Et du coup, si on passe sur la slide après. Comment je fais? Je vais mettre là. Voilà, donc premier truc dans les grandes étapes, j'ai un peu découvert ce qu'on parlait, un peu des trucs de 50 nuances de PM, c'est qu'il y a tellement de types de product manager, first PM, expertise PM, je mets quoi? J'ai mis plutôt des product design, product marketing, product data. Moi qui venais en fait d'un background de data science et data analyst, on me mettait toujours un peu dans la boîte data. Ce qui était bien parce que moi je voulais faire ça, je voulais faire un truc en data science ou intelligence artificielle parce que c'est ça qui m'intéressait. Mais à la fois il y a tellement de sous-types de product manager, il fallait trouver le bon truc. Un peu aussi le type de boîte, est-ce que c'est B2C, B2B, startup, scale-up, entreprise, consulting, freelance, tous les formats étaient un peu sur la table pour moi. Et pour moi en fait un peu le truc que j'ai réalisé, c'est qu'il y avait un peu le choix entre être très ciblé, du type je veux faire product data dans une boîte startup de tel type en B2C, ou alors se laisser explorer et voir plein de choses. Et je pense que en fait, au fur et à mesure que je passais l'entretien, j'étais de plus en plus ciblé. J'étais un peu dans un entonnoir qui me permettait d'aller vers ce que je voulais. Et quand on parlait en fait de quand vous vous présentez, il faut savoir vos forces, vos faiblesses. En fait, c'est hyper dur d'arriver au début quand on commence l'entretien. Et finalement, c'est en explorant, c'est en passant une tonne d'entretiens, c'est en me prenant des gros bâches, en ratant des questions, qu'en fait, je me suis dit, ok, bon, en fait, c'est comme ça que j'aurais dû répondre. C'est peut-être ça ma faiblesse, en réfléchissant, en passant des heures au téléphone avec elle. C'est ça aussi qui m'a aidé à justement trouver ces réponses. Donc, en fait, c'est vachement utile d'explorer, de passer un peu parfois aussi les mauvais entretiens. Mais aussi, plus j'avançais, plus je me rendais compte en fait qu'il y avait juste un énorme coup d'opportunité à passer beaucoup d'entretiens, parce que c'est crevant, et en fait, si vous passez l'entretien pour la boîte X, vous ne pouvez pas passer l'entretien pour la boîte Y, et peut-être qu'en fait la boîte X, c'est pas ce qu'il vous faut, c'est la boîte Y. Donc il y a un peu cette balance à faire qui n'était pas facile de, ok, je me fais contacter par
un chasseur de tête, et en fait, le mec me vend le truc, ça me donne envie, donc j'ai envie de lui dire oui. Mais à la fois, je le sens pas, c'est moyen, la boîte, moyen. Donc pour moi, c'était des décisions qui étaient hyper dures à prendre, de savoir comment dire oui ou comment dire non. Mais moi, avec du recul, je trouve que j'aurais pu être plus ciblé plus tôt, plus vite. Donc peut-être un conseil là, ça serait essayer de vous apprendre, d'apprendre sur vous le plus tôt possible pour essayer de justement filtrer au mieux. Parce que ça demande tellement d'investissement, ces entretiens de PM, que faut être vraiment, faut y aller à fond. J'ai rajouté quoi? J'ai rajouté faire confiance à votre instinct. Moi, c'est vrai que au final, je me rendais compte que mon instinct me disait assez rapidement, ça, y allait pas. Être patient. En fait, j'ai passé une tonne d'entretiens, mais je suis hyper content de ne pas m'être jeté sur le premier oui que j'avais parce que c'était vraiment pas la bonne opportunité. Et en fait, il faut juste être super patient et dire non. En fait, on peut vous faire des offres, on peut proposer des choses juste. C'est vachement dur quand on est dedans, mais il faut dire non parce que quelque chose de mieux arrivera peut-être sur la route un peu plus loin. Et moi, ça m'a été. Finalement, je suis hyper content des noms que j'ai pu dire à des trucs qu'on me proposait, je ne le sentais pas. Parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un truc qui était beaucoup, beaucoup mieux. Là, c'est le numéro 1. C'était pas mal. Alors, ressources de PM, apprendre versus personnaliser. Moi, quand je suis arrivé à Paris, j'ai un peu découvert l'écosystème des PM. Honnêtement, je ne connaissais pas du tout les ressources, je ne connaissais pas Pachamama, je ne connaissais pas Maestro, je connaissais très très peu des trucs parisiens. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on passait l'entretien, c'était vraiment attendu d'avoir écouté Clé de voûte, d'avoir écouté des podcasts. Et limite, on regardait avec un peu un regard en mode « t'as pas écouté ça, tu connais pas ce podcast, je suis pour ta gueule ». Et en fait, c'est quand même hyper utile. Ces ressources sont géniales, il faut vraiment s'en servir. Mais à la fois, un truc que je me suis rendu compte, c'est que, et ça je me suis rendu compte aussi en faisant passer les entretiens à d'autres, que ça se sent quand il y a un candidat qui vous déballe un discours un peu template, un discours qu'on a entendu dans des podcasts, qu'on a vu sur des sites de ressources, parce qu'en fait, ça sent pas l'expertise, quoi. Ça sent un truc qu'il a répété 100 fois, et ça c'est hyper dur aussi. Moi je trouvais ça super dur, mais réussir en fait à donner des réponses qui sont vraiment personnalisées à la boîte qui est devant vous et de faire ressortir vos expériences et parler vraiment de vous et de ne pas sortir un entretien template, en fait ça fait vraiment la différence. Et c'est là aussi que savoir filtrer et cibler, c'est hyper important parce que pour pouvoir faire un entretien qui est personnalisé, il faut avoir fait plein de recherches sur la boîte, il faut avoir parlé à des gens, ça prend juste une tonne de temps et c'est ça qui fera vraiment la différence, en tout cas c'est ce que j'ai vu. Comment t'as fait pour couper justement quand t'avais une super opportunité qui arrive mais que t'avançais bien avec une autre boîte et que tu sentais moins bien? Comment t'as géré ces moments-là justement? Moi j'ai très très mal géré. Non, en vrai, parfois j'ai filtré parce que vraiment parfois juste j'étais sous l'eau et j'étais en train de passer tout le temps à travailler, donc c'était un peu la merde. En fait, aussi, parfois on le sent, on sent qu'on ne réussit pas des entretiens parce qu'on en a trop en même temps et on sent le côté juste, en fait, je vais tout rater en voulant tout faire. Et à la fois c'est tellement dur quand on vient vous voir en mode ah c'est génial, vous êtes trop bien, vous êtes génial, venez postuler chez nous. C'est dur de dire non, surtout quand la boîte, surtout de loin, elle a l'air sympa. Mais en vrai. T'en as refusé beaucoup? À la fin, j'en refusais plus, ouais. Mais pas non pas. Je sais pas, mais j'en ai quand même refusé à la fin, ouais. Plus, Alors, du coup, explique-nous un petit peu comment t'en es venu à justement te dire ok, ce rôle de first PM chez Oxolo, il est pour moi. Parce que justement, et on le sait, tu as passé des entretiens dans des boîtes où il y avait plus de structures, plus d'équipes, etc. Du coup, qu'est-ce qui a fait que du coup, tu t'es dit, ok, moi, First PM, là-bas, ce sera pour moi? Très très bonne question. En gros... Je restais là. Non, en gros, ça s'est beaucoup joué en fait sur les gens. Je pense déjà, quand vous passez l'entretien, vous voyez très rapidement avec les gens si ça fit pas. Moi aussi, je voulais vraiment faire un truc dans l'intelligence artificielle. Et là, je suis dans une boîte du coup qui s'appelle Oxolo, qui a beaucoup de machine learning engineers ou qui font vraiment des choses hyper intéressantes dans le computer vision, plein de technologies d'IA. Et ça, pour moi, c'était vraiment un truc super passionnant qui me motivait bien plus que tu vas travailler sur des dashboards et des trucs de data, mais en fait,
qui en fait moi je savais que ça me plaisait, que ça serait un peu boring, donc je voulais pas forcément aller là-dedans. Donc ça s'est vachement joué là-dessus. Ça s'est joué sur aussi le fait que en fait, la boîte dans laquelle je suis, c'est une boîte en fait, qui est européenne, où on est en full remote, et que j'allais retrouver un peu cette culture internationale que j'avais à New York qui me plaisait bien, où en fait tout le travail se fait en anglais et ça me plaisait bien. Mais du coup, tu as découvert le job de First PM en mettant les pieds dedans, quoi. Là, t'es en train de le découvrir, quoi. Ouais. Ok. Et alors Et comment t'as su que du coup ça allait potentiellement être pour toi? Parce que, on rappelle, tu viens même de Verizon qui est une grosse boîte quand même. C'est vraiment c'est vraiment très très différent. Mais en fait, ça me parlait beaucoup parce que j'avais déjà fait des startups avant Verizon. Okay. Et en fait, je voyais un peu ce que c'était. Et en fait, peut-être une frustration de la grosse boîte, c'est le fait que tout est beaucoup plus lent, qu'il y a beaucoup plus de process, et que dès que vous avez une idée, entre l'idée et le delivery, il y a 30 000 étapes, il faut convaincre plein de gens. Et en vrai, c'est super intéressant parce qu'on apprend plein de choses et que c'est hyper utile de savoir comment mettre des gens ensemble, mettre des gens de cultures différentes, d'endroits différents. Parce que pour coup, Verizon, c'était une boîte où je bossais avec des gens qui étaient un peu partout aux États-Unis, mais aussi un peu partout dans le monde. Donc c'était cool, mais j'avais quand même cette frustration de dire ok, j'ai une idée, je veux pouvoir la tester et je veux que ça soit beaucoup plus rapide. Et là, voilà, là je suis dans une start-up où j'ai une idée. Une semaine plus tard, on peut le tester le truc, donc c'est un énorme kiff de pouvoir faire ça. Ok. Et du coup, c'est quoi être First PM? Non, pas ça, ok. Il a besoin de ces petites... Ouais, qu'est-ce que j'ai marqué moi du coup, premièrement, j'avais écrit le challenge de partir d'une feuille blanche. Ça, c'est à la fois génial et à la fois hyper dur parce qu'on peut être hyper perdu, tout simplement. Mais en tout cas, moi, un peu le sentiment de le monde est à vous, on peut tester la direction qu'on veut. Et ça, je trouve en tant que product manager, c'est une opportunité fantastique et j'adore ça. Mais à la fois, c'est beaucoup de responsabilité et je pense qu'il faut avoir l'audace de dire j'ai une idée et c'est la bonne et on y va, suivez-moi, et de convaincre les gens sur un truc. Mais moi, je trouve ça absolument génial. Vous aimez porter 40 casquettes, ça c'est hyper surprenant pour moi en tout cas, parce que dans la boîte d'avant où il y avait des tonnes de services, dès qu'on voulait faire quelque chose, il y avait un service spécialisé dans le marketing de ça, le support de ça, le QA de ça, et en fait on faisait que appel aux gens et on était vraiment très centré sur le rôle de product, alors que là en fait en tant que product manager on a un peu tout sur les épaules. Et on doit un peu se réinventer tout le temps et faire des jobs qui ne sont pas du tout nos jobs, et des trucs aucun rapport. Mais à la fois, vu que toutes les cartes sont sur la table, on peut un peu tout faire. Moi, je sais que parfois j'ai besoin d'un truc, je vais sur Fiverr, je trouve un freelance et en fait j'ai besoin de valider ça avec juste mon boss hyper rapidement et en général c'est très simple. Et ça c'est vachement cool parce que pour faire ça dans une grosse boîte, c'est presque impossible, il faudrait que le service soit validé, il y a beaucoup plus de sécurité, de 30 000 chèques avant de faire travailler quelqu'un d'externe. Donc, je ne sais pas comment ça se passe dans vos boîtes, mais c'est vrai qu'il y a cette liberté-là aussi qui est cool. Mais il faut être capable de jouer le jeu, d'avoir plein de casquettes. Vous aimez l'incertitude et amener la quiétude. Je trouve cette phrase absolument géniale. Pas du tout. Non, en fait, c'est vrai qu'il y a dans une start-up, il y a un peu tout le monde qui se regarde en mode est-ce qu'on sera toujours là dans 6 mois? Est-ce que ce truc qu'on teste, il va réussir? Est-ce que ça va faire de l'argent? Est-ce qu'on va avoir un salaire? Et en fait, les gens vous regardent en tant que product manager en mode Gary, tu nous emmènes dans la bonne direction ou pas? Est-ce qu'on est dans le bon truc? Donc vous, en fait, vous savez pas parce que vous avez exactement la même incertitude que les autres. Mais pourtant, faut essayer de vendre le concept que le truc que vous voulez tester, la discovery que vous voulez faire, le feature que vous voulez créer, mais en fait, ça va vraiment amener la boîte dans la bonne direction. Et ça, c'est hyper dur. Attends. Non. Ok. Vous avez un leadership qui vous permet d'engager les autres. J'ai l'impression de lancer des fleurs. Un super leadership. Bah, enfin, franchement, ça, c'est vrai. C'est un peu tous les PM. Ouais, mais ça, c'est un peu tout. J'allais dire ça. J'allais dire vraiment, c'est tous les PM. Mais je pense que ça rejoint un peu le point d'avant. Vous êtes créatif et vous aimez toucher à tout.
ça rejoint un peu le point des 40 casquettes, mais c'est vrai que moi, je considère que j'ai plein d'idées et je suis très créatif. Et ça, je trouve ça génial du coup en tant que First PM de pouvoir exprimer sa créativité et de pouvoir tester beaucoup plus de choses avec une vitesse beaucoup plus rapide. Après, ça dépend aussi de vos équipes. Moi, je considère que j'ai des équipes hyper talentueuses et que du coup, c'est ça aussi qui est cool, c'est que ça permet de créer des choses et que ça rend bien. C'est quand même cool d'avoir une idée, de le voir en vrai, se dire oh c'est cool. Pas tout le temps, mais en tout cas, parfois ça marche. Et du coup, si ça c'est un truc qui vous plaît dans votre job, je pense que First PM c'est vraiment super pour ça. Il y a un truc dont tu n'as pas forcément parlé et nous on l'a forcément, on le voit énormément, c'est l'évangélisation. Parce que quand tu es First PM, il faut aussi beaucoup évangéliser dans certaines boîtes. Parce que le produit, c'est pas forcément très connu et comme disait Camille tout à l'heure, pourquoi lui il est là, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'il va me faire Et est-ce que tu as eu toi ressenti ça? Est-ce que tu as eu ou tu as encore à le faire? En fait, moi j'ai beaucoup dû évangéliser sur la culture produit, à quoi ça sert le produit, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, c'est quoi les méthodes et tout. Mais par contre, sur pourquoi je suis là, c'est vrai qu'il y avait vraiment une attente, parce qu'on a beaucoup d'ingénieurs dans la boîte, il y avait un peu une attente de dire ok, genre on peut faire plein de choses, mais en fait, quelle est la bonne direction, qu'est-ce qui est attendu des gens, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va être rentable, qu'est-ce qui va générer de l'argent aussi, enfin, toutes ces questions-là, c'était très attendu, et c'est vrai que moi j'ai été dès le début un peu identifié dans ce rôle-là, donc ça, je pense que j'ai pas eu trop ce problème-là ou ce besoin-là, mais par contre c'est vrai que il y avait un peu cet esprit de on est en start-up et chacun travaille un peu à sa façon dans son coin, fait son truc un peu comme il veut. Et au bout d'un moment, tu es un peu là à dire bah non, quand même, ça serait bien qu'on travaille de la même façon, qu'on suive un peu des méthodes, qu'on s'organise et qu'on aille dans une direction un peu commune. Et ça, par contre, j'ai dû le faire. Ouais. C'est entendu ou pas? C'est assez facile de le faire ou En fait, ce qui est très dur, c'est que tout le monde est en théorie OK, mais en fait, tout le monde est dans le rush, il y a 30 000 priorités, et du coup, c'est un peu OK, très bien Gary, mais on fera ça au prochain sprint. Et au prochain sprint, c'est très bien. Là, on a un énorme truc, on fera ça au prochain sprint. Donc c'est plus, ça faut faire en fait, c'est comme tout, c'est par itération. C'est pas du jour au lendemain. Tu dis, voici la méthode, les amis, on l'applique. C'est ok, voici un petit bout de méthode, on l'applique, on rajoute un petit bout, on teste un truc. Et en fait, c'est comme un produit où on avance par itération. La méthode, on la fait passer par petites gouttes par itération. On prend une ou deux questions potentiellement si vous en avez. Ouais. Je veux savoir comment tu as appréhendé le fait de devoir recruter d'autres PM et de ne plus être l'unique PM et d'avoir des responsabilités peut-être de manager si c'est ce que tu vas avoir. Après, je ne sais pas si tu es encore le seul ou pas, mais par rapport du coup à ce que disait Camille, comment tu appréhendes ça toi? Ouais, alors là aujourd'hui, maintenant il y a deux PM, mais on travaille en parallèle. Moi je suis pas manager. Et en fait, moi j'aimerais bien honnêtement tester ça, de manager des PM, parce que j'ai eu un petit peu l'occasion de le faire en plus en mentor que manager de PM. Moi j'aimerais bien que la boîte du coup grandisse, que ce qu'on fait ça marche, que ça s'accélère. Ça me fait plaisir, mais c'est vrai que je te comprends totalement quand t'aimes vraiment le vrai produit, que ça peut aussi me manquer et ça peut être difficile. Et je comprends aussi que c'est vrai que manager des humains, c'est vachement dur. Moi, j'ai managé des robots, je trouve ça beaucoup plus facile. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un challenge, mais en tout cas, ça m'intéresserait de monter là-dessus et tester de plus en plus. Ouais. Okay. Une autre question peut-être? First PM, tu viens de dire qu'il y a un deuxième qui est arrivé. Et du coup, comment ça se passe maintenant avec l'autre qui est aussi considéré comme un second First PM? Est-ce que vous avancez de manière un peu chacun fait ce qu'il veut ou vous synchronisez même sur les process, sur les workflows? C'est un vrai challenge. En gros, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été... Tu as la même expérience que toi avant, vous êtes équivalent? Très différents, très expériences différentes. Aussi background différent, mais en gros, aujourd'hui, donc comment ça marche? On est 2 PM et on a un scope différent, on travaille sur 2 applications différentes. Mais on vit dans un monde où on est une startup, donc on a un pool de ressources qui est limité. Et du coup, tout le challenge, c'est
comment on fait pour se répartir les ressources, pour que toi tu puisses atteindre tes objectifs sur ta roadmap, sur ta timeline et tout, et comment je fais pour que moi aussi, sachant que toi, il faut absolument que machin travaille sur ton truc, et que moi en fait, il faut absolument que je fasse mon truc. Donc c'est vraiment on a mis peu à peu des process, et on s'est organisé peu à peu, nous on utilise ClickUp pour faire du project management, du product management, et on a mis de plus en plus, on a essayé de mettre un peu des ratios, en fait, des ratios de ressources par produit pour essayer de dispatcher un peu les gens. On n'a pas assez de gens pour dire en fait telle personne travaille que sur ton truc et telle personne travaille que sur ton truc, sinon il y a des trous dans la raquette partout. Typiquement, je veux dire, on n'a pas 4 DevOps ou 4 analystes ou 4 trucs, en fait, ou 2, donc on est obligé d'être splitté, et c'est un vrai exercice d'équilibriste en fait, de trouver le truc et de se tester. Mais en fait, on essaye d'être toujours très très proche, et on fait beaucoup de cérémonies, du coup, de sprint cérémonie à 2 pour pouvoir être très proche de ce que fait l'autre, et ça prend beaucoup de temps. Et je sais pas du tout si on a la bonne méthode, hein, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un challenge. Je voulais savoir si ton manager c'était le founder, et si oui, comment ça se passait un peu ce transfert de la compétence produit du founder à toi. C'était pas trop dur pour lui de lâcher un peu les rênes, et comment toi tu te positionnais par rapport à la vision produit du founder et tes discoveries, etc. Donc c'est le cas. Moi, c'est que j'ai eu ce questionnement-là pendant les entretiens, et c'est un truc que j'ai posé la question directe, en mode ok, c'est toi le CEO, mais juste moi je suis pas venu pour exécuter tes ordres, je suis venu pour faire du produit et prendre le lead. Et j'ai tout de suite senti dans sa réponse, mais aussi juste la façon dont il se comporte, que lui en fait, c'était pas il voulait pas, en fait, il voulait justement se débarrasser de tout ça et le mettre sur les épaules. Et du coup, on a très vite trouvé un bon split à ce niveau-là. Maintenant, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le micromanagement, donc pour moi, ça m'arrange énormément. Mais comme tout CEO, parfois, tu as des requests, tu as des trucs, et un petit peu côté le highest paying job qui arrive dans la boîte, qui dit qu'il faut faire ça, donc il faut toujours un peu manager les demandes des uns et des autres. Mais enfin, voilà, moi je pense que j'ai de la chance d'être tombé sur un CEO qui ne me dit pas quoi faire dans les détails et qui me laisse la liberté. Après, c'est comme tout le temps, il faut réussir à trouver la confiance chez l'autre, et ça se fait par bien communiquer, montrer que quand même tu passes par lui pour checker, pour pas qu'il se sente non plus déconnecté des décisions produits, et aussi essayer de faire le meilleur boulot possible pour qu'ils se disent ok, je laisse pas ce produit-là dans les mains de n'importe qui, et ça se fait peu à peu, brique par brique, et pour l'instant, je crois que ça se fait bien. Très bonne question, parce que c'est vrai que tu as de la chance parce que c'est pas toujours le cas. Ça peut être une des difficultés, c'est vrai qu'on en a assez peu parlé du job de First PM, mais gérer les fondateurs, c'est pas simple. Merci Yari. On va passer à Romain. Bonsoir Romain. Romain est directeur produit chez ShipUp. Il va vous présenter ce qu'il a fait et son parcours, surtout notamment son switch de senior PM chez ManoMano et tout son process de décision jusqu'à aujourd'hui directeur produit chez ShipUp. C'est ça, en tout cas merci d'être là ce soir et pour nous écouter. C'est important pour nous aussi de partager ces expériences-là avec vous. Pour reprendre un petit peu cette introduction rapide, donc il y a quelques mois encore, j'étais un gros product manager, je vous expliquerai après ce que c'est, mais chez ManoMano. Voilà, j'ai rejoint ShipUp en septembre dernier en tant que directeur produit, on va dire ça en français, ce sera très bien. Et si vous voulez, je reviens tout début de la présentation et je suis un peu passé par toutes ces phases aujourd'hui de questionnement. Ce qui ont un peu qui m'ont permis justement en fait d'arriver à une remise en question, une forte remise en question en fait de ce que je faisais chez ManoMano. ManoMano, pour la petite histoire, c'est, je pense que tout le monde connaît ManoMano, mais vu de l'intérieur, c'est en gros une hyper scale-up. C'est-à-dire pour vous donner un petit peu des chiffres, vous doublez la taille de votre entreprise tous les ans, vous doublez son chiffre d'affaires et vous faites des levées de fonds
à chaque fois, x2, x3, x10. Et donc en fait, c'est beaucoup de changements, beaucoup d'organisation, beaucoup de redéfinition même en fait de toute la boîte, de ses priorités également. Donc c'est un contexte très exigeant, c'est une super expérience au demeurant. Mais au bout de 3 ans, j'arrive un peu sur un phénomène de fatigue. Je reprends ce que tu disais Camille, hein, j'arrive un petit peu sur cet état d'esprit-là. Et baisse de motivation, forcément. Et derrière, du coup, une grosse remise en question. Et donc, c'est assez long, finalement, d'avoir cette conscience-là. Et je pense que tu l'as très bien dit, hein, on recule toujours un peu les chances, on ne se pose pas forcément les bonnes questions. Et finalement, d'avoir cette prise de conscience, se dire, à un moment donné, faut que ça bouge, ça prend du temps. Et j'ai un peu mis du temps finalement très clairement à prendre ce recul dont on parlait tout à l'heure pour essayer aussi de faire un peu le bilan de ce que je faisais, pourquoi je le faisais, quelles étaient mes motivations de départ, quelles sont mes motivations maintenant. Et ça m'a permis vraiment du coup de redéfinir, de faire déjà un point à date et aussi un peu de redéfinir clairement d'autres ambitions dans une seconde approche, et notamment en fait de me poser même des questions sur ma place chez Mano Mano. Et donc du coup, la réalité derrière, c'est que quand je fais un petit peu ce bilan, quand je vois un petit peu ce plan de projection que j'attends, clairement, je ne le vois pas chez Mano Mano. Et ça, tu as fait ce travail-là tout seul du coup? Alors, justement, te poser, ouais, alors si oui. Tu me diras quand tu voudras qu'on montre un peu ton petit Ouais, bien outil, sûr, bien sûr. En tout cas, alors c'est un peu difficile d'avoir en fait beaucoup de choses qui se mélangent. Et je pense qu'on l'a suffisamment partagé pour que il faut en avoir conscience. Mais il y a énormément de sentiments à ce moment-là qui se mélangent. Il y a beaucoup de confusion. Et c'est très difficile quand on est face un peu à soi-même, clairement, de pouvoir en fait prendre le recul nécessaire. Et je pense que là-dessus, faut pas hésiter aussi à s'aider de ses amis, de sa famille, potentiellement de ses collègues très très proches pour pouvoir justement prendre ce recul dont on a besoin pour un peu analyser sa situation et analyser en fait soi-même. Et donc clairement c'est un travail qui est compliqué un petit peu à faire tout seul, et ça doit vous amener aussi un petit peu, je pense, en tout cas moi ça m'a permis de concevoir vraiment cette projection sur mon développement, mon projet professionnel en quelque sorte, pour me dire, est-ce qu'aujourd'hui en fait je dois continuer chez Mano Mano? Si oui, pourquoi? Est-ce que ce contexte-là va m'apporter, ou en tout cas va me permettre de respecter ce plan de projection ou pas? La conclusion, vous avez compris que c'était non. Voilà. Et du coup, en fait, surtout, de me dire, ça y est, là, il faut que je passe à autre chose. Clairement, il faut que je passe à autre chose, et il faut que j'aille dans cette nouvelle étape de ma vie, qui est d'aller rechercher un petit peu ce job, entre guillemets, idéal et qui correspond à mon projet professionnel. Juste un petit point, et c'est assez drôle parce que pour la petite histoire, la matrice que vous voyez en bas, elle ressemble globalement à ce qu'on vous a présenté tout au début, mais on ne s'est pas du tout mis d'accord sur ça, et c'est un peu marrant en fait d'avoir un peu cette même démarche, mais l'idée, ouais, c'est pour vraiment un petit peu rapidement capitaliser sur ça, c'est de vous dire, quand vous faites votre bilan de ce que je veux pas, ce que je veux plus, derrière en fait, ça doit vous permettre d'arriver dans un autre step pour en fait définir vos besoins, vos attentes et vos leviers de motivation. Ça c'est super important, et en fait finalement ça c'est plus dur à faire, et c'est là où en fait cette introspection elle rentre en jeu, parce qu'il faut avoir cette prise de recul, cette analyse de soi-même, et en fait c'est compliqué de le faire tout seul. Et je vous ai mis quelques exemples, et à l'époque ce que moi j'avais un peu défini. Alors c'est loin d'être exhaustif, parce que sinon j'avais une liste au Père Noël trop importante, mais voilà, donc en tout cas ça peut vous aider en fait à compléter ce framework en quelque sorte, et justement en fait de vous permettre vraiment de vous projeter, d'avoir un peu cette vision plus claire. Donc ça c'est super, mais après le next step c'est d'aller entre guillemets chercher un job qui correspond à ça, et finalement la réalité sur le terrain c'est que il n'y a pas de fiche de poste qui matche carrément les critères là que vous venez de mettre dans votre liste Père Noël. Ça n'existe pas, soyons très très clairs. Donc la réalité c'est que c'est une vraie galère pour trouver en fait par soi-même ce job là. Il y a énormément, je pense que vous êtes tous au courant, mais il y a quand même beaucoup d'offres sur le marché.
On peut dire qu'il n'y a pas forcément le niveau de définition, il faut arriver à lire entre les lignes, c'est pas simple en fait quand on n'a pas forcément le bon recul. Donc du coup, ce que je fais un petit peu, c'est je m'appuie vraiment sur le réseau et sur un peu l'écosystème de produits pour aussi glaner des informations sur les entreprises justement qui recrutent et comprendre un petit peu aussi vers quoi j'arrive. Et ce qui était important pour moi, c'était vraiment en fait d'avoir ce match, surtout en fait sur des aspects assez stratégiques, dont ma liste au Père Noël. Mais la réalité de terrain, c'est qu'en fait, c'est compliqué finalement de matcher tous les critères. Et c'est une galère, pour être tout à fait honnête, de vraiment, quand on sait ce qu'on veut, de vraiment trouver chaussure à son pied. C'est quoi qui était le plus galère pour toi? Je rebondis, tu parles de faire le tri dans la jungle. Ouais, c'est ça, en fait. Après c'est de prioriser, de faire déjà le tri dans ses recherches, mais surtout finalement de prioriser aussi ses critères. Et je ne l'avais pas fait au début. Et finalement, à un moment donné, il y a effectivement le job idéal, il n'existe pas, il y a forcément des compromis, un peu quand on recherche son premier appart ou typiquement. Et donc l'idée c'est vraiment de se dire faut faire des compromis et du coup il faut prioriser un petit peu aussi ces critères et se dire ok, qu'est-ce que je peux passer un peu dessus et ça me va. Donc, ça peut être par exemple des questions typiquement de salaire, c'est ce que tu disais Camille tout à l'heure, en démarrant. Ça peut être des questions plus, on va faire des concessions sur l'industrie, etc., etc. Donc chacun après a fait sa priorisation, mais le but du jeu c'est aussi de se dire oui, c'est pas, même s'il y a entre guillemets du plein emploi dans le product management, c'est pas non plus faut pas y aller à la fleur au fusil en se disant qu'on va forcément trouver des chaussures à son pied, c'est pas malheureusement la réalité du terrain. Donc voilà, faire cette priorisation, mais la recherche, comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué. Il y a pas mal, en fait, ça monopolise beaucoup finalement de ressources pour aller analyser, faire ce travail d'analyse, de match. Et la réalité, en fait, c'est que c'est un peu galère. Et pour la petite histoire, j'ai rencontré Marion, qui m'a demandé d'ailleurs de témoigner ce soir, à ce moment-là. Et du coup, elle m'a beaucoup aidé à avancer. Et vous l'aurez compris certainement justement au début de la présentation sur la valeur ajoutée justement de Pachamama. Et avancer justement dans cette recherche. Et l'avantage, en tout cas que j'avais avec Marion, c'est que je n'avais pas justement à faire cette lecture entre les lignes. C'est compliqué, ça prend énormément de temps, comme je disais tout à l'heure. Il faut arriver à glaner des informations qui ne sont pas mises dans les fiches de poste. Et mine de rien, en fait, c'est des informations qui étaient pour moi essentielles. Et rétrospectivement, c'est en fait les informations dont on a tous envie. Et on se rend compte très clairement sur la recherche que pas souvent on partage les valeurs de la boîte, pas souvent en fait on définit vraiment le contexte, l'ambiance, etc. En fait, on le voit, et c'est ce que tu disais un petit peu Gary aussi tout à l'heure, c'est un peu, on le voit au moment de l'entretien, on va le voir au moment en fait, du processus. Et ça, c'est assez chronophage. Et est-ce qu'on a le temps vraiment de pouvoir passer tout ce temps à aller décrypter ces messages-là? Donc je referme un petit peu la parenthèse sur la recherche, mais en tout cas, rapidement sur le conseil, c'est vraiment appuyez-vous sur votre réseau, appuyez-vous aussi sur les experts. Clairement, je pense que... Parce que ce qui a marché aussi, je trouve, c'est qu'on a échangé plusieurs fois, justement parce qu'il a pris le temps de se poser des questions. On a parlé à un moment où tu n'étais pas encore exactement en recherche active, mais tu te posais ces questions-là, et du coup on a déjà pas mal échangé. Et quand on s'est recroisés quelques mois plus tard, ça a été beaucoup plus facile aussi pour moi de t'aiguiller par rapport à des pistes, soit avec des clients à moi, soit avec des clients pas à moi, d'ailleurs, et pour t'aider dans ces choix-là. Donc c'est pour ça que c'est important de parler régulièrement, de trouver des gens qui vous suivent aussi dans votre carrière, avec qui vous pouvez... on a des talents avec qui on a une hotline sur WhatsApp, dès qu'ils se posent une question, tiens j'ai un souci avec mon manager, est-ce que c'est moi qui déraille ou dis-moi juste oui, non, et parfois juste en 5 minutes on les débloque et c'est même pas une recherche de job, mais juste le fait de se connaître, ça a vachement de valeur. Et effectivement, vraiment d'avoir cette épaule et d'avoir aussi en fait de parler tout simplement autour de vous et notamment de votre réseau, ça vous permet aussi de vous aiguiller parce que clairement on a ce que je disais tout à l'heure, mais on a un peu ce jeu de job idéal et la réalité c'est que il n'y a pas de job idéal, il y a forcément des compromis à faire. Et du coup en fait il y a aussi par jeu de miroir on peut aussi faire cette priorisation avec les gens qui nous connaissent ou les gens justement en fait qui vont un peu nous challenger aussi sur ces priorités. Est-ce
qu'on peut revenir à un moment Ouais. clé? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, je l'ai oublié celui-là. Faut pas que je l'oublie, celui-là, parce Ouais. que ça a été quand même assez fou. T'avais le choix à la fin, donc t'as fait toutes ces Ouais. recherches-là, ce tri, tu fais plein de Ça a conseils, duré, blabla. ça a pris quelques mois. T'as quand deux même. offres sur le papier que t'aimes bien. Ouais, et j'étais pas du tout préparé à ça. Donc je me retrouve en fait à Au même deux moment, offres, même au même timing, moment. faut choisir. Tel Vraiment, week-end, bonjour. voilà. Exactement, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire le match, vraiment, et on me dit, il faut que tu prennes une décision rapidement. C'est, pour le coup, j'étais vraiment pas préparé à ça. Donc, moi, Tu as matché tous tes critères prioritaires. alors, il y avait des pour et des contre, et tu sais, tu n'arrives pas vraiment du coup, à te dire, je choisis à gauche, je choisis à droite, il y a des pour, il y a des contre. Et vraiment, je ne pouvais plus faire la part des choses à ce moment-là. Je n'avais pas suffisamment de recul, c'était trop à chaud. Impossible vraiment de me positionner. La réalité, c'est que fallait que je prenne ce temps-là. Donc j'étais complètement transparent avec les boîtes à ce moment-là. Je leur ai demandé un délai et moi en fait j'ai coupé. C'est-à-dire qu'en gros j'étais tellement focalisé sur ce processus de recrutement et je pense que Gary tout à l'heure vous a dit, il était à fond dedans et à un moment donné il commençait à être un peu à bout de souffle et c'est ce qui m'est arrivé. Donc il a fallu que je coupe. Il a fallu vraiment en fait qu'à un moment donné j'arrête d'y penser et que juste je fasse une coupure nette pour me recentrer vraiment sur moi, sur de plus avoir en fait cette contrainte et de pouvoir en fait prendre une décision mais dans une certaine clairvoyance. Bon, j'ai coupé pendant un week-end, je suis sorti avec mes amis, je profitais de ma famille, etc. Et puis le lundi, je devais donner la réponse le mardi, et finalement le lundi quand j'ai repensé un petit peu au problème, c'est revenu comme une évidence. Et finalement en fait, c'était la réponse était assez bête. Et en me replongeant un petit peu sur aussi mes leviers de motivation, voilà, il y avait une offre qui se dégageait, qui matchait vraiment quelque chose que j'avais au plus profond de moi depuis un petit moment. Et ce qui m'a d'ailleurs très orienté sur la track de management, donc je vous expliquerai juste après pourquoi. Et voilà, et j'ai choisi de rentrer chez ShipUp en tant que Product Director pour justement en fait, construire une équipe produit. Donc, pour vous donner un petit peu, grosso modo, aujourd'hui c'est quoi ShipUp? C'est une petite boîte, une cinquantaine de personnes, une petite start-up qui monte pas mal, qui scale pas mal. Et le produit c'est 2 product managers et un product designer. Donc voilà, c'est le cadre qui est dépeint, forte culture de boîte, des gens ultra motivés, des fondateurs super smart. Et ce qui m'avait vraiment motivé du coup à faire ce choix-là à l'époque, c'était la mission que je m'étais donnée. Et c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure sur mes leviers de motivation et ce qui a conduit justement à ma décision, c'était j'avais vraiment ce besoin d'aller construire, aider, permettre justement de définir en fait un cadre dans le produit, le product management, pour ce type de boîte qui voulait vraiment entre guillemets construire, fortifier même leur équipe produit. Et c'est clairement la décision que j'ai prise. Pour vous donner à contrario ce qui c'était on va dire le cadre de notre entreprise, c'était plutôt mature d'un point de vue produit, mais on m'avait demandé du coup finalement de monter en fait une structure produit mais dans une autre localité. Donc c'était aussi passionnant, mais finalement il y avait quand même le côté attractif de démarrer et de démarrer surtout en fait quasiment de zéro. C'est pas encore vrai mais quasiment de zéro. Est-ce que vu que le temps avance, est-ce que tu peux nous parler justement pour faire la balance avec les autres tracks qu'on a vu avant, le quotidien de manager, c'est quoi? Ouais, tout à fait. Donc je pense que clairement Camille a défini en fait le management finalement c'est très facile quand il n'y a pas beaucoup de PM et qu'à un moment donné en fait il faut prendre un rôle managérial pour des questions en fait plutôt de bilan annuel, etc. Mais finalement en fait il n'y a pas que ça, il y a énormément de choses quand on veut amener un cadre dont je vous parlais tout à l'heure en fait vraiment serein pour ces équipes. Et en fait c'est un full-time job, soyons très honnêtes. On ne peut pas faire ça sur le coin de table, définir en fait une politique de recrutement, définir une politique salariale, définir des carrière paths, définir aujourd'hui en fait comment on réalise aussi le développement de carrière,
la stratégie, comment en fait on voit l'organisation, les budgets. Bien sûr qu'à un moment donné, en fait, l'argent n'est pas infini dans les boîtes, et on parlait tout à l'heure de ressources limitées, et ben l'argent fait partie, et il y a un moment donné, en fait, les fondateurs doivent rendre des comptes aussi à leurs investisseurs, et ça, en fait, comment l'argent est utilisé, et donc il y a des questions budgétaires qui rentrent en ligne de compte. Donc voilà, il y a vraiment toute une stratégie de déploiement, de mise en œuvre, etc., d'accompagnement en fait, des équipes, de mise en place aussi de processus pour permettre en fait, une bonne synchronisation dans les équipes. Et la réalité, c'est que ça, c'est très chronophage et il faut avoir envie de le faire. Je ne sais plus qui disait d'ailleurs, il faut aimer aussi être entre le marteau et l'enclume, je sais pas. Donc voilà, donc c'est pas tout le temps des choses cool à faire, être manager. La plupart du temps, la réalité, c'est que quand on est très très orienté vers les autres, je vous avouerai que c'est assez cool et qu'on a vraiment cette volonté de permettre en fait, à son équipe de s'élever, c'est plutôt cool, c'est ma vision de la chose. Et je nourris une forte opinion là-dessus. Et sinon, en fait, vous avez d'autres listes de compétences comme celle d'être, de vouloir faire grandir les autres, je l'ai dit, mais celle d'être très organisé parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Et quand je donne l'exemple du wedding trainer, c'est une réalité parce qu'il y a énormément de choses à organiser. Même la vie d'équipe, on n'en parle pas assez, mais moi j'organise régulièrement des événements pour l'équipe. Donc voilà, il y a faire toute cette interface-là avec stratégique, d'avoir une vision forte en fait sur la façon dont on va organiser les équipes. Bref, c'est vraiment un travail à plein temps et j'entends complètement Camille à un moment donné qui se dit ok, là en fait je fais plus du tout et c'est peut-être mon regret, pas tout à fait honnête avec vous, c'est je fais plus vraiment beaucoup de produits maintenant, je mets plus vraiment les mains dans la machine. Mais en fait, c'est pas ce que je recherchais, clairement, de plus les mettre les mains dans le produit, mais ce que je recherchais, c'était surtout en fait de pouvoir amener justement en fait mon expérience, mon expertise en fait en tant que vraiment à d'autres, en tant que vraiment moyen pour le développement des équipes. Trop cool. Je vais peut-être prendre des questions si vous en avez, Rocco. Vas-y. Bonsoir. Je voulais savoir, je vais passer du senior PM à directeur produit. Il y a, j'imagine, une grande différence, d'après ce que tu as expliqué, par rapport des attributions, des responsabilités. Il y a un gap des compétences. Je voulais savoir, comment, si tu avais la clarté de ces gaps, et lorsque tu étais senior PM, tu étais déjà en train de travailler sur ces gaps, parce que la partie méthodo, produit, je l'avais déjà très forte, mais partie gestion budget, gestion d'équipe, recrutement, est-ce que tu l'avais déjà, tu t'es préparé avant, comment ça se fait pour toi? Ouais, très bonne question, et du coup tu me fais penser que j'ai oublié de dire quelque chose, mais en fait j'étais plutôt un groupe product manager chez Mano, dans laquelle en fait il y a une petite partie de management, pour être tout à fait honnête, notamment sur toute la partie plus j'appelle opérationnelle du management, c'est faire les revues de performance, etc. Donc j'avais déjà un petit peu ces notions-là, clairement. Mais je te rassure, oui, il y a un gap entre ce que je fais maintenant et ce que je fais en tant que product manager. Il y a vraiment un gap. Et là aujourd'hui, en fait, avec la volonté de l'équipe de croître, de croissance, il y a ça accapare tout mon temps. Pour un peu pallier à ce gap, j'ai ma femme qui est consultante en stratégie, du coup je vais piquer ses présentations. Donc, et notamment en fait il y a une grosse partie de formation de management et en fait il y a des expertises là-bas. Alors j'ai pris ce que je pensais être le meilleur aussi à adapter dans le contexte. Parce qu'effectivement c'est des structures beaucoup plus lourdes, et tu en parlais tout à l'heure Larry sur Verizon, et du coup c'est très processé, etc. Donc il faut un peu faire le tri. Mais oui, j'ai dû rattraper un peu ce gap pour pouvoir prétendre à ça, et en fait je pense que c'est en particulier nourri par cette ambition de vouloir apporter ce cadre aux équipes. Oui. Est-ce que tu fais partie du CODIR? Et est-ce que du coup je vois peut-être pas la partie tout ce qui est structuration d'entreprise, parce qu'en fait ce poste-là à un moment dans les plus petites structures. Ouais, effectivement, donc oui, donc pour le CODIR, et oui, effectivement, j'ai complètement omis d'en parler, mais c'est effectivement une aussi de mes responsabilités, c'est d'organiser cette stratégie globale et surtout en fait cette synchronisation avec les autres équipes. On parle plus de synchronisation, mais stratégique, clairement avec les autres entités. Il y avait une autre question par là.
Non? Si. Moi, c'est sur ton point numéro 2, capacité à faire grandir les autres. Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement pour arriver justement à les faire progresser et mesurer cette progression? Je regarde s'il y a des gens de mon équipe, mais Allez, enfin, le mieux c'est d'avoir l'exemple. Je vais laisser Manu. Bonjour à tous. Et donc la question c'était qu'est-ce qui a été mis en place pour nous faire grandir nous en tant que product manager en ce moment. Déjà nous faire prendre la parole en public alors que c'était pas vrai. L'exercice c'est noté. Clairement ça fait partie des reviews après. Non, je pense qu'il y a plusieurs choses. Aujourd'hui je pense que Romain il se place vraiment en coach de l'équipe PM et donc au quotidien, on a des process pour, sur chacune de nos initiatives, pouvoir avoir l'input de Romain, être challengé, organiser des petites sessions de challenging, etc. pour valider un peu les hypothèses qu'on a posées et le chemin qu'on avait envie de prendre. C'est hyper intéressant. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on fait aussi très régulièrement, tous les 15 jours, on fait ce qu'on appelle nous le product coaching and training, un truc comme ça, pour le nom. Non mais le nom c'est... et en fait, l'idée ici, c'est vraiment de prendre qu'est-ce qu'on est en train de faire au quotidien. Donc, typiquement, récemment, on a lancé des bêta-tests. Et donc, on fait le travail de identifier les best practices pour lancer un bêta-test. C'est quoi les différentes étapes qu'on a envie de faire, etc. Et vraiment formaliser ça dans un Notion pour vraiment créer une base de connaissances comme ça qu'on partage aussi entre les PM sur, ok, bêta-test. C'est hyper important de définir évidemment au début de ses objectifs, le persona, comment on définit les personnes qu'on a envie d'intégrer dans le bêta-test, etc. Donc l'idée à la fin, c'est vraiment d'arriver à construire une base de connaissances partagée, et c'est quelque chose qu'on applique après au quotidien. Et donc voilà, c'est vraiment cette idée on n'est que 2 PM pour le moment, mais a priori on va continuer de grossir. Et donc cette idée je pense que ça devrait faire, de créer cette base de connaissances et en même temps directement appliquer à ce qu'on fait au quotidien. Donc, ça permet aussi de prendre du recul en tant que PM, et c'est comme ça, en tout cas moi et a priori l'autre PM qui est en ce moment-là, qu'on grandit, qu'on se sent grandir pour le moment jusqu'à présent. C'est un peu petit exemple. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? De toute façon, vous aurez le temps de les poser après à l'apéro pendant la bière. Mais en tout cas, merci beaucoup Romain. Merci pour l'intervention improvisée. Propre, hein. Je t'ai affiché, même pas peur, sans préparation. Trop chouette, trop bien. On a juste une toute petite conclue pour vous. Je pense que si on a un message à vous faire passer, c'est prenez votre carrière en main, que vous soyez carriériste ou pas, juste prenez-la en main. Sortez un peu de ce mode réaction et posez-vous les bonnes questions. Faites-vous aider voilà. On vous a donné 3 exemples ce soir de tracks qui sont possibles un peu dans le produit, qu'on retrouve un peu régulièrement. On aurait pu vous en donner 10 000 autres. On a parlé un peu de la voie de l'expertise. Je pense qu'on aurait pu faire un meet-up entier là-dessus, sur les expertises qu'on peut avoir, sur les secteurs aussi qu'on peut avoir et sur même les métiers. C'est l'avantage de faire le métier du produit. Vous pouvez aussi en sortir, devenir country manager, general manager, entrepreneur et revenir au produit après. Vous ne fermez pas aussi toutes ces possibilités-là parce qu'on ne le voit pas encore. On a encore trop de silos. Je ne sais pas si vous recrutez un peu dans vos équipes, mais il n'y a pas que les product managers qui peuvent être des bons product managers et vice-versa. Donc explorer aussi, ça peut faire partie des choses que vous explorez dans les possibilités. Et sinon, vous pouvez dès maintenant. On vous a donné pas mal d'outils. On vous enverra toutes les ressources avec Flavie, Magic Flavie. Elle vous enverra toutes les ressources et tout qu'on a pu vous parler ce soir. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là. Merci à tous. Merci.
Merci beaucoup à vous trois, c'était hyper inspirant et agréable aussi d'avoir votre transparence. Je pense que c'est une grande chance qu'on l'ait eu, même s'il y aura des petites modifications sur replay. Non, mais en tout cas, franchement, c'est chouette et on est vénère d'avoir pu vous entendre. Et bravo à l'équipe Pachamama. Et juste avant de vous laisser courir aux bières, parce qu'on a tous très soif, on est un peu chaud, juste je vous remets les rendez-vous des Maestrix. Et aussi, vous avez du coup la page LinkedIn dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est aussi là en fait qu'on poste toutes nos actus, tout notre contenu. Par exemple, c'est là qu'on partage notre talent pool. On a un talent pool avec tous les maestros qui se sont formés dans nos formations et vous pouvez accéder à leur profil, vous pouvez regarder leurs experts si par exemple vous recrutez. On annonce aussi par exemple quand on lance des masterclass, on a une masterclass produit responsable le 14 qui est mardi prochain, c'est une journée, c'est 100% gratuit, c'est sélectif, c'est un dossier de candidature et en fait il y a une table ronde, il y a des ateliers, il y a des speakers aussi inspirants. Et voilà, encore une fois, c'est des journées pour partager, pour rendre accessibles les connaissances du produit et surtout pour se challenger et apprendre et gagner en compétences et en impact dans son job. Donc malheureusement, cette du 14 est complète. Mais régulièrement, on teste, on sort des nouvelles choses, on teste des nouvelles formations, on lance des nouvelles formations. Du coup, voilà, si vous êtes intéressé par la suite Maestro et toutes nos actus, je compte sur vous pour nous follow sur LinkedIn. Voilà, merci beaucoup.